cette semaine à l'émission. Télévague s'est rendu au lancement du livre La Révolution des fleurs de Rose-Hélène Tremblay, qui avait lieu lors du Salon du livre de Bonaventure le 26 octobre dernier. La Révolution des fleurs chez les Inéditions. Pour certains d'entre vous, ça peut vouloir dire quelque chose. Pour d'autres, c'est peut-être nouveau. Les Inéditions ont choisi de faire une exposition ici ce soir. Ça a pris naissance dans les années 70 avec la contre-culture dans la Gaspésie, dans la région de la baie des Chaleurs. Patrick Tremblay et Rose-Hélène ont fait partie des initiateurs de ça avec d'autres artistes. Le titre, c'est La Révolution des fleurs. C'est, en fin de compte, des témoignages que j'ai recueillis sur ce qui avait été vécu dans les années 70. Et puis, j'ai fait comme aussi comme une espèce d'essai pour essayer de comprendre quel phénomène on a vécu, quel momentum historique on a vécu, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis aussi, ce qui était important, c'est de voir qu'est-ce qui avait été transmis, quelles étaient les conséquences de tous les changements qui ont été apportés à cette époque-là. Ce qu'on a retenu, qu'est-ce que l'histoire a retenu. Moi, en voyant ça, j'ai été vraiment plongée. Tout de suite, j'ai reculé de 30-40 ans dans ma vie et je me suis revue avec la dactylo en train de taper des choses puis en train de monter des petites revues et faire un peu de lien avec les gens parce que notre parole est importante. On voulait que la parole sorte de nos cercles fermés aussi. On voulait chanter ce qu'on pensait aussi. La Révolution des fleurs comme titre, mais il y a comme un sous-titre. Des paroles en l'air, point d'interrogation. Oui, je me suis demandé au début si j'appellerais pas ça des paroles en l'air, parce que l'idée est arrivée. Il y a à peu près une dizaine d'années, j'étais allée faire un tour dans Charlevoix dans ma famille. Après avoir mangé avec mon beau-frère et sa famille, on est allé s'asseoir au salon. Puis là, mon beau-frère en a profité pour m'en sortir une, pour me déclencher un peu, parce qu'il trouvait que la conversation était un peu lente. Fait qu'il m'a dit, vous autres, des années 70, il dit, coudonc, vous avez pas fait grand-chose, à part enlever vos bobettes. Oh, drame, d'accord. Je suis restée estomaquée, j'ai dit, qu'est-ce que je vais lui répondre? J'ai pas été capable de répondre, mais j'ai bafouillé, en fait. Dans mon même voyage, après avoir passé chez mon beau-frère, j'étais arrêtée à Québec chez un de mes amis, qui était journaliste autrefois. Puis, il venait de fouiller dans la presse des années 80. Puis, il avait trouvé une caricature. Puis, dans la caricature, on voyait un hippie qui était effalé sur une chaise. Dans un sac de plastique, il y avait le « Peace and Love », puis en bas, c'est écrit « L'affaire est dans le sac ». Ça fait que mon ami journaliste me dit, tu sais que cette révolution-là des années 70, il dit, on a manqué notre coup complètement. Il aurait fallu faire l'indépendance du Québec pour pas manquer notre coup. Oh ben là, encore un autre coup. Je suis revenue à la maison, j'étais complètement bouleversée, mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est qu'on a vécu dans ces années-là? Puis comment est-ce qu'il va falloir en parler pour que le monde se rende compte à quel point c'est important? Puis je ne savais pas comme quoi être codie. Je savais qu'il y avait les éléments naturels, je savais que les groupes environnementaux, je savais que la spiritualité orientale avait fini par pénétrer dans la modernité, mais j'avais pas d'idée, j'étais restée en dedans de moi avec pas de réflexion là-dessus. Fait que j'ai appelé Patrick. J'ai dit, Patrick, qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse un livre sur la contre-culture? Patrick dit, bonne idée, vas-y. J'ai voulu comprendre le rôle que j'avais vécu. Qu'est-ce que j'avais vécu au niveau individuel? Au niveau collectif, c'était quoi l'impact au niveau collectif de ce qu'on a vécu? Alors, je pense que c'était ça. C'est un désir de donner un sens à tous ces événements-là. J'ai commencé à aller voir du monde qui l'avait vécu, me faire raconter des histoires. Comment est-ce que tu es arrivé en Gaspésie? Comment est-ce que tu as pensé de cultiver bio? Pourquoi tu as pensé à ça? Pourquoi toi, tu as voyagé, un autre a voyagé, une autre qui a vécu des expériences sexuelles incroyables, ça n'arrêtait pas, toi. Qu'est-ce que tu as vécu dans tes expériences? Je me suis mis à rencontrer ce monde-là. Et puis après ça, une fois que j'en ai eu une dizaine, là, je me suis dit, il faut que je fasse une réflexion avec tout ça. J'ai comme voulu retourner vers cette époque-là pour comprendre, au niveau historique, qu'est-ce que ça veut dire des soulèvements de cet ordre-là. Fait que là, je me suis mis à fouiller dans la littérature qui avait écrit sur les sujets. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y en a qui avaient fait des réflexions. Et puis, j'ai lu sur les années 70. Puis après ça, je me suis intéressée à la Révolution française. Puis après ça, je me suis intéressée à la Révolution russe. Parce que j'ai découvert que pendant la Révolution française, une madame qui s'appelait Olympe de Gouges, et bien, cette femme-là avait écrit la Charte des droits de la femme. Et elle revendiquait les mêmes choses que nous autres dans les années 70. L'avortement, le droit aux femmes
femmes les mêmes salaires que les hommes, que les femmes puissent élever leurs enfants dehors du mariage. Je me suis aperçue que dans l'histoire, les révolutions, on n'a pas inventé la révolution avec les années 70. Alors je me suis rendu compte, à force de lire, que des mouvements de contre-culture, il y en a eu d'autres dans l'histoire. Les premiers chrétiens, c'était des contre-culturels. Il y en a eu beaucoup d'autres. Au 19e siècle, en Allemagne, il y a eu un groupe qui s'appelle le Langenstrup, je le prononce très mal, mais c'était des jeunes qui ont justement quitté la ville, qui s'en allaient dans les campagnes et puis qui vivaient comme les hippies au 19e siècle. Il y en a eu un groupe qui a fait ça. Taureau, dans les débuts du 20e siècle, ou fin du 19e, début 20e. En tout cas, bref, il y en a eu d'autres. Fait que là, ça m'a passionné de me rendre compte à quel point on s'inscrivait dans un continuum historique. Qu'est-ce qui porte les peuples à se soulever comme ça? Bien, j'ai eu toutes sortes de lectures qui m'ont dit que dans notre inconscient collectif, on a des espèces de patterns qui sembleraient et puis qui se déclenchent quand les oppressions deviennent trop fortes, quand les dirigeants réussissent plus à répondre aux besoins des communautés. Il y a un décalage entre ceux qui dirigent et les peuples. Eh bien là, les peuples se soulèvent et puis là, on redemande le partage des richesses, on redemande tout ce qu'on a voulu transformer dans les années 70, reprise en charge de nos corps, reprise en charge de la sexualité, c'était très important dans les années 70, se libérer de l'oppression religieuse, les groupes environnementaux qui ont découvert que nous étions dans un moment de grand danger, tout ça, c'était l'oppression. Voilà, entre autres, l'oppression déclenche les révolutions. Mes recueils de témoignages, ça se passe uniquement de personnes qui ont vécu en Gaspésie ou qui ont été de passage pendant ces années-là, c'est-à-dire de 1968 à 1985. Des personnes qui ont vécu ici et qui ont vécu de cette manière-là, qui ont voulu s'identifier à ce mouvement de rébellion générale-là qu'il y avait en fait dans tout l'Occident. Chacune de ces personnes-là, le jour où elle a décidé de sortir du cadre, bien, cette personne-là, c'était un révolutionnaire. Parce qu'elle s'opposait à la force du mimétisme. La force du mimétisme, c'est faire comme les autres. On le sait quand on était des animaux, que si on sortait du troupeau, on se faisait manger. Ça fait que, imaginez-vous que c'est la même chose pour nous autres, entre humains. On veut ressembler aux autres. Dès qu'on sort du cadre, on a peur de se faire rejeter, on a peur de... Bon, va donc savoir toutes les peurs qu'on a cachantes au fond de nous autres mêmes. Alors donc, chaque personne d'entre nous qui a sorti du cadre, qui a posé un geste qui était différent de ce qu'on attendait de ce qu'il soit ou ce qu'il soit, bien, cette personne-là était révolutionnaire. Alors moi, c'est ce monde-là qui m'a intéressé. C'était la petite histoire que la grande histoire révèle pas. C'est celle-là qui m'a intéressée et qui m'a touchée. Et aussi, ce que j'ai aimé apprendre, c'était que les débuts sont dans les chaos. Ça aussi, là. Tu sais, quand ce beau monde-là arrivait dans des maisons à moitié chauffées, tu comprends-tu, il s'habillait n'importe comment, pauvre comme Job, avec un char qui part une fois sur deux, quand il veut, ça lui prend 2 coups de pied dans le bas de la porte pour qu'il débarque. Bon, on rigole, là, mais c'est ça qu'on a vécu quand même, là. Hein? La scie mécanique, toi, hein? En plein mois de février. D'accord, sur le tas de bois que tu n'avais pas pelleté, enfin bref, qui a fait de neige. Tu sais, toutes ces choses-là, on était désorganisés. Quelques-uns d'entre nous étaient très organisés. Je ne vous regarderai pas, là. Il y en a eu quelques-uns d'entre nous qui, eux autres, avaient un passé, il y avait une histoire, il y avait une famille, il y avait appris. Mais beaucoup d'entre nous, on faisait des expériences qu'on n'avait jamais appris. L'éclatement de la famille, ça a beau être simple de parler de ça, mais c'était pas si simple que ça, faire éclater la famille quand même. Avoir plusieurs partenaires ou toutes ces histoires-là. Tu sais, il y avait un côté euphorique. Le cannabis aidait, c'est sûr, sur le coup. Sur le coup. Ça aidait à nous faire vivre des expériences qui étaient vraiment en rupture avec ce qu'on avait appris. Mais avec le temps, le cannabis faisait pas toujours d'effet. Le temps nous rattrapait. Les expériences, il a fallu les absorber. Il a fallu, on a brassé les cartes du jeu de nos parents. On a brassé les cartes. On s'est redonné des nouveaux jeux. Mais on n'avait pas toutes les cartes dans nos jeux, on en avait quelques-unes. Alors il a fallu composer avec les nouvelles cartes. Il n'y a pas de révolution sans sacrifice, dit Mao Tse-tung. Ce que j'ai voulu faire, c'est aller chercher le petit témoignage de la personne qui a fait quelque chose qui était vraiment pas glorieux, puis que les voisins, tu comprends-tu, ils l'ont pas écrit dans le journal local, que c'était merveilleux, qu'est-ce qu'il faisait. Mais cette personne-là, en essayant de faire son jardin, en essayant d'avoir des relations multiples, en essayant d'élever ses enfants d'une manière nouvelle, en essayant X mille nouvelles choses, bien, cette personne-là, elle prenait le chemin du sentier non battu. Et elle tapait la piste
pour qu'après ça, dans l'avenir, ceux qui vont nous suivre, ben il y a déjà une petite piste qui est commencée. Parce qu'à l'époque, il fallait faire il fallait briser ce qui se passait, parce que c'était vraiment trop populaire.